Quand aussi, c'est que Jean-Luc Mélenchon est quand même quelqu'un d'assez, même de très intelligent. Arrêtez avec ça. Ah, bon, c'est le flatter de dire ça, et je n'en suis pas si sûr, en fait. Je retire ça, alors. Mais oui, parce que, non, en fait, ça le flatte de dire ça. Ce que je veux dire, c'est que le discours qu'il tient là... Tous les journalistes sont béats devant... Vous pourriez dire qu'il est méchant. Bienvenue sur Des Polémiques. Aujourd'hui, nouvelle vidéo actu dans laquelle on va parler de la candidature de Cyril Hanouna à la présidence qui commence à se préciser et voir tout ce que ça va impliquer. On va également voir à quel point prononcer le mot islamophobie est devenu interdit dans les médias. Mais pour commencer et bien analyser tout ça, écoutons Gilles Verdès, ex-élu du Rassemblement national, nous raconter son expérience dans la vie politique. Oui. Vous aviez 60 000 euros par mois. Et 2 ans après mon mandat, j'étais à 6 000 euros. Vous avez perdu 60. C'est pas une blague, c'est vrai. Bon, chez moi, la politique ne m'a pas enrichi, hein, je peux vous le garantir. Hein. Vous regrettez d'avoir fait de la politique? Oui. Vous pouvez dire là, les yeux dans les yeux? Oui, je regrette d'avoir fait de la politique, oui. Oui, c'est une mascarade, on prend les gens pour des cons. On va faire... Vous savez, je l'ai dit, hein, je le répète, hein, un homme politique aujourd'hui, c'est un intermittent du spectacle. Ouais. Voilà, il va sur des plateaux de télé, j'y suis allé, j'ai participé à la comédie, je l'assume, on est tous les mêmes, j'accuse personne parce que je l'ai fait, on est des intermittents du spectacle, on vous fait vivre, on fait vivre les télés, on fait vivre... Bon, on fait vivre notre ego, on se montre, on croit qu'on a fait quelque chose. En bref, ce sont tous des comédiens et au fond, ce n'est qu'une pièce de théâtre. Et on en a la preuve avec la candidature de Cyril Hanouna qui a été annoncée par Valeurs Actuelles. Et c'est pas anodin. À l'origine, je faisais plutôt un article sur l'avenir télévisuel de C8. Et en grattant un peu, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus que des envies, qu'il commençait à y avoir un programme, plus que des ébauches de programme, un programme qui commençait à être chiffré, une vision, une orientation, et notamment économiquement plutôt ancrée à gauche, et une vision ferme sur le régalien, et qui était faite en toute indépendance du groupe Bolloré. Donc, en fait, en ayant pu le rencontrer il y a quelques semaines, et en m'entretenant avec lui, il m'a raconté qu'il rencontrait notamment beaucoup d'économistes, qu'il multipliait les rendez-vous dans le tout Paris avec des hommes politiques, qu'il assumait notamment une filiation sur le plan carcéral, si j'ose dire, avec Gérald Darmanin, et qu'il était très proche, comme je l'écris dans l'article, de Bruno Retailleau. Donc c'est plus seulement un fantasme, loin de là, ça commence à devenir concret. Il s'entretient donc avec toute l'extrême droite, ça c'est pas une surprise, et en particulier avec Bruno Retailleau, ce qui va avoir son importance. Bref, une fois la nouvelle sortie, il a essayé de faire une espèce de suspense autour de tout ça. Demain, on fera toute l'émission là-dessus. On va dire aux gens de Valeurs Actuelles, donc on va demander le directeur de la rédaction et le journaliste de venir. On fera toute l'émission là-dessus, avec des auditeurs, etc. On pourra vous poser toutes les questions? Et sachez, toutes les questions, bien entendu. Et sachez que demain, en fin d'émission, je vous dirai la vérité. D'accord? Ou demain, ou mercredi. Selon. Ou vendredi. Non, demain ou mercredi. Non, mercredi, c'est mieux, je trouve. Mardi, mardi et mercredi. Parce que là, ça je vous dis. C'est dense. Là, ça mérite qu'on s'y arrête. Ça bouge quand même. Ça mérite qu'on s'y arrête. Un suspense qui ne sert absolument à rien parce que les grandes lignes de son programme, entre guillemets, si on peut appeler ça un programme, ont été révélées. Bien évidemment, il y a l'immigration zéro dedans, mais également le SMIC à 2300 €. Et ça montre que c'est un clown. Parce qu'il y a quelques mois, quand le NFP proposait juste un SMIC à 1600 €, il disait ça. Mais on le sait bien que le SMIC à 1600 €, vous savez bien que ça va créer du chômage, mais comme jamais. Ça veut dire que le chômage ne va pas repartir à la hausse, il va repartir à la super hausse. Raymond, vous voulez poser... Voilà, donc juste avec ça, vous voyez que c'est clairement une vaste blague son histoire de candidature. Mais comme il est le plus grand porte-voix de l'extrême droite, eh bien il est soutenu par Barbara Lefebvre, évidemment. Moi, si pendant 1 an et demi, le candidat Hanouna secoue le cocotier, ça va pas du tout m'embêter, ça va pas du tout me gêner. Voilà, pourquoi pas. Et justement, je pense qu'Hanouna, ce qu'il essaie de concilier, c'est toute cette partie de la France périphérique, de cette France des Gilets jaunes, dont il a quand même fait partie, un des rares à les avoir invités, d'avoir senti les choses. Moi, je suis navrée, on pense qu'on veut de Cyril Hanouna, il a du pif. Il sent les choses, il sent les Français, il sent l'ambiance, parce qu'il a aussi ses émissions, son émission de radio. Je ne vois pas derrière tout ça la main du groupe Bolloré. Elle qui parle de médiocrité toute l'année, eh ben là, elle accepterait qu'Hanouna puisse se présenter. Elle voudrait même qu'il soit élu. Et il y a même des élus, justement, des députés du Rassemblement national qui lui donnent du crédit. Écoutez, je ne sais pas toi qu'on vous réponde. Monsieur Hanouna a le droit d'avoir ses ambitions, il a le droit d'avoir ses idées, ses opinions.
Mais tout le monde peut faire un bon candidat en démocratie. Oui, oui, en démocratie, c'est le principe. Tout le monde a le droit d'être candidat. Il n'y a pas des candidats de droit divin. Une démocratie représentative, comme elle le dit, doit représenter la France le moins mal possible. La question, elle est bien là. Qui est représenté par Cyril Hanouna? Parce qu'on a bien vu lors de la manifestation contre la fermeture de C8 qu'il n'y avait absolument personne. Donc voilà, c'est tout le milieu d'extrême droite qui se met en place pour le soutenir. Et c'est pas pour rien que ce soit Valeurs Actuelles qui a annoncé tout ça. Encore hier, écoutez un de leurs journalistes nous expliquer que l'islamophobie est un concept inventé par les frères musulmans. C'est vrai que le concept d'islamophobie lui-même a été popularisé il y a assez peu et ça a été documenté par des chercheurs qui ont plus travaillé que moi, comme un peu instrumentalisé par les frères musulmans, essayant de voir de la haine des musulmans là où il n'y en a pas. Enfin, je veux dire, la première religion en France qui subit des attaques, des attaques de lieux de culte, etc., c'est la religion chrétienne. Les musulmans sont quand même, et c'est heureux, plutôt laissés tranquilles dans ce pays. On va pas faire un comparatif de qui subit le plus d'attaques, de toute façon, c'est pas... C'est abominable. C'est abominable, il y a des chiffres du ministère de l'Intérieur. Voilà, donc pour lui, l'islamophobie n'existe pas et les musulmans sont laissés tranquilles en France. Il n'y a pas d'agression ou d'acharnement médiatique sur eux. Et on retrouve le même déni chez qui? Chez Morandini, le pédophile. Si vous laissez ça se faire, ce pays ne pourra plus vivre en paix entre lui-même. Voilà, si le pays peut plus vivre en paix, il faut peut-être qu'il se demande s'il n'a pas une responsabilité là-dedans. Il dit quelque chose qui m'a interpellé. Moi, il dit on a entendu Bruno Retailleau dire « abat le voile ». Moi, j'ai pas entendu Bruno Retailleau dire « abat le voile ». J'ai entendu Bruno Retailleau dire, par exemple, qu'il ne voulait pas le voile dans le sport. Ça, c'est vrai, mais jamais « abat le voile ». Eric Revel, vous l'avez entendu dire ça? Non, non. Retailleau n'a jamais dit « abat le voile ». Peut-être qu'on a tous eu une hallucination collective. Ben, réécoutons-le. Que le sport, c'est ce lieu, c'est cette grammaire universelle où on peut communier, quelles que soient les origines et quelles que soient les religions ou les croyances. Vive le sport et donc abat le voile, bien sûr. Ah non, c'est bien ça, il a bien dit abat le voile. Donc dans les médias, il y a une ambiance où on essaye de faire accepter l'islamophobie. Et on a pu le voir avec la marche contre l'islamophobie, où les médias ont plus parlé de LFI et de Jean-Luc Mélenchon que de la cause en elle-même. Le point aussi, c'est que Jean-Luc Mélenchon est quand même quelqu'un d'assez, même de très intelligent. Arrêtez avec ça. Ah, bon, c'est le flatté de dire ça et je n'en suis pas si sûr en fait. Je retire ça alors. Mais oui, parce que en fait, ça le flatte de dire ça. Ce que je veux dire, c'est que le discours qu'il tient là... Tous les journalistes sont béats devant. Vous pourriez dire qu'il est méchant. Mais j'allais justement pour par exemple, parce que ça existe. Avec des choses moins positives. Il y a des choses parfois, il y a des hommes, effectivement, il y a une forme de, en tout cas, de méchanceté qui se met en place et qu'on voit bien dans son rapport à l'autre. On a vu l'autre jour avec un journaliste, etc. Oui, on peut aussi faire souligner. Ce que je voulais dire, c'est que vous prenez cette le discours. Une véritable vendetta contre un homme, le ministre de l'Intérieur. Les accusations d'islamophobie pleuvent contre lui, venant des élus de la France insoumise et des écologistes, autant d'insultes dont se défend vigoureusement Bruno Retailleau. Et que dire du sort qui a été réservé au socialiste Jérôme Guedj, sorti de la manifestation sous les huées et les insultes antisémites? Sionistes, dégage. C'est cela, les nouveaux militants antiracistes? Bon, qu'ils défendent Bruno Retailleau, c'est pas une surprise. Mais qu'ils défendent également Jérôme Guedj du Parti Socialiste, donc théoriquement de gauche, ça c'est bizarre venant de CNews. Alors oui, c'est vrai, il s'est fait dégager de cette manif. Vous comprenez pas que de par vos positions contre la France insoumise, sur la Palestine, sur l'islamophobie? C'est l'objet de la manifestation d'aujourd'hui, madame. Vous avez un peu de respect pour les gens pour lesquels on est venu. On n'a pas de respect pour les mecs comme vous. On n'a aucun respect. C'est à cause de vous que Retailleau il est encore ministre de l'Intérieur. Mais il faut bien comprendre pourquoi il a été dégagé de cette manif. C'était une marche contre l'islamophobie. Et voilà les propos de ce même Jérôme Guedj il y a quelques années. Nous sommes intraitables contre toutes les formes de discrimination, de haine et de racisme, notamment anti-musulmans. Mais nous sommes également parfaitement lucides sur le projet de ceux qui veulent imposer dans le débat public le concept éminemment politique et pernicieux d'islamophobie. Pernicieux, oui, car le mot et la bataille politique commencent toujours par la bataille des mots. Ce mot leur permet d'englober subrepticement, mais méthodiquement, la contestation des lois laïques. Je veux saluer la décision prise par Olivier Faure et notre Bureau national en novembre 2019 de ne pas participer à la manifestation du 11 novembre 2019 dite contre l'islamophobie organisée par le CCIF. Merci à vous, merci à toi Olivier. C'était une décision importante, fondatrice et les faits t'ont donné raison. Alors c'était il y a quelques années, je sais plus exactement, 2021-2022.
Et aujourd'hui, c'est devenu normal d'empêcher les gens d'utiliser le mot islamophobie. C'est très grave. Ils n'ont pas le même rôle. Antoine Léaumont, il est député d'opposition. Bruno Retailleau, il est ministre de l'Intérieur, il est membre de l'exécutif. Et cette articulation de une islamophobie d'atmosphère qui est entretenue par des médias, par des gens sur des réseaux sociaux. Vous employez le terme islamophobie? Bien sûr, je l'emploie, parce que c'est le cas. Enfin, je veux dire, on peut toujours tergiverser des années pour savoir. Aujourd'hui, tout le monde utilise le terme islamophobie. Non, donc, pas tout le monde. Si vous voulez, mais franchement, et ceux qui ne veulent pas l'utiliser, si vous voulez, vous pouvez dire anti-musulman, si vous voulez. Moi, j'utilise le terme islamophobie. Il y a une islamophobie d'État, en fait, qui est entretenue par des récits. Oui, vous faites une grimace, Gilles, mais oui, il y a une islamophobie d'État, c'est-à-dire que la recherche de boucs émissaires systématique, et aujourd'hui, c'est le musulman qui est le bouc émissaire pour certains membres de ce gouvernement. Rappelons-nous que Éric Zemmour a inventé le mot francocide et que tous les médias l'ont accepté. À partir de là, comment ne pas penser qu'on trie les citoyens? Les agressions antisémites sont considérées comme prioritaires par le pouvoir, pendant que les agressions racistes ou islamophobes ne sont pas considérées du tout. Alors vous avez dit la République trie ses victimes. Mais malheureusement, je suis face à ce constat. Je suis face au constat d'un ministre de l'Intérieur qui se rend immédiatement, dès lors qu'il s'agit d'autres communautés, d'autres lieux de culte, qui se rend immédiatement, qui arrête le temps, qui arrête la temporalité et qui va prendre le premier avion, le premier hélicoptère pour se rendre sur les lieux des attentats. Et c'est heureux, et c'est bien normal. Et dès lors qu'il va s'agir d'une mosquée, eh bien, on va attendre 24, 48 heures, on va essayer de modeler l'agenda en fonction des autres événements qu'il va y avoir à gauche, à droite, mais sans que le temps ne s'arrête. Ça, c'est du côté étatique. Et puis, du côté du PNAD, du côté du Parquet national antiterroriste, eh bien, effectivement, encore, on va utiliser des mots feutrés, on va enrober le bonbon de chocolat, on va dire qu'on est en observation. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mettez-vous à la place de cette famille, mettez-vous à la place des fidèles qui ont l'impression et qui ont le sentiment que ce deux poids, deux mesures se matérialise un peu plus chaque jour. Voilà, donc on est dans un pays où être antisioniste, c'est mettre une cible dans le dos des juifs, mais par contre, mettre l'accent sur les OQTF, c'est pas leur mettre une cible dans le dos, et dire « abat le voile », ce n'est pas mettre une cible dans le dos des musulmans. Et contre le voile? Non, mais c'est pas la même chose. Je peux poser une question? Oui, dire qu'on est contre le voile, c'est mettre une cible dans le dos des musulmans. Est-ce que dire qu'on est contre la kippa, c'est mettre une cible dans le dos des juifs? Je le pense. Si, je le pense. Parce que précisément, la question qui est posée, c'est que certaines personnes, en raison de leur religion, souhaitent porter un signe religieux. Et nous n'avons rien à dire sur ce sujet-là. La laïcité dans notre pays, c'est l'indifférence vis-à-vis des religions. Mais on pourrait le dire aussi sur les personnes qu'on qualifie de sous-OQTF, sur les étrangers de notre pays, qui sont systématiquement ciblés. Quand on dit les OQTF comme ça, en disant d'une certaine manière que ce ne seraient plus des êtres humains, cette déshumanisation est précisément ce qu'il y a toujours derrière les actes racistes, et c'est ce contre quoi nous devons nous battre. Voilà, et pendant que certains journalistes font le travail dans les médias, les politiques comme Aurore Berger, la menteuse des crèches privées, n'ont pas un seul mot pour le meurtre d'Abou Bakar. Et il lit encore une fois, avec un timing qui est catastrophique, il lie les musulmans à l'antisémitisme. Évidemment, parce que malheureusement, la résurgence de l'antisémitisme est liée à la question de l'idéologie islamiste. Et c'est une idéologie. On ne parle pas là de religion, on parle d'une idéologie politique et d'un projet politique qui est porté à l'encontre de nos démocraties. Et donc c'est évidemment notre responsabilité de dire clairement ce qu'il en est. Malheureusement, le Rassemblement national, qui souvent revendique la lutte contre cette idéologie, n'avait pas voté le projet de loi sur la lutte contre le séparatisme, qui est pourtant l'un des outils les plus précieux et les plus utiles que nous ayons pour fermer un certain nombre de lieux, y compris de lieux de culte clandestins. Alors pour moi, c'est clairement une lobbyiste pro-israélienne, parce que l'antisémitisme dont elle parle, il englobe bien évidemment l'antisionisme. Voilà pourquoi elle veut même punir les débats sur l'antisémitisme, histoire de ne plus parler d'Israël. Est-ce que ça veut dire que vous créez un nouveau délit et qu'est-ce que ça va changer très concrètement? Comment il sera caractérisé? C'est une des recommandations qui nous est présentée aujourd'hui et que je soutiens, de manière à ce qu'encore une fois, on envoie d'abord un message extrêmement clair à la société. On ne débat pas d'antisémitisme dans notre pays. On combat l'antisémitisme et on le combat sous toutes ses formes. C'est une demande de beaucoup d'avocats et de beaucoup de magistrats que de pouvoir mieux le définir dans le code pénal, de manière à ce qu'encore une fois, il ne soit plus dans le droit de la presse. Elle y travaille tellement depuis des mois qu'elle va arriver à ses fins. Et toute critique d'Israël sera considérée comme de l'antisémitisme et donc punie par la loi. On peut le voir depuis 1 an et demi avec toutes les procédures bâillons que subissent certains militants pro-palestiniens
comme Rima Hassan ou Anas Kazib. On m'a interrogé sur l'année que j'ai passée au Liban pour mon Master 1. Et ensuite, on m'a dit, oui, mais qu'est-ce que vous avez fait d'autre à part vos études? J'ai dit, bah, comme beaucoup de jeunes de ma génération, j'ai aussi fait la fête. Et là, la réponse d'un des enquêteurs, c'est de me dire, ça va pas être évident de faire la fête avec le Hezbollah. La première chose qu'il faut savoir, c'est que c'est une attaque qui est éminemment politique pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est une association qui est créée de toutes pièces le 7 octobre. Cette plainte-là, elle est déposée par certains avocats qui ne cachent même pas leur proximité avec l'extrême droite. Et donc dans cette plainte, pour vous donner quelques noms, et non des moindres, je pense que tout le monde connaît ici Jean-Luc Mélenchon. Numéro 2, Madame Danielle Obono. Numéro 3, Monsieur Philippe Poutou. Numéro 4, Madame Ercilia Soudès. Il y a 12 militants de l'UJFP. Le dossier, dedans, il y a le nom, le prénom de ma femme, nos adresses, le nom, le prénom de mes enfants, mon employeur. Une enquête sur un militant politique et un militant syndical. Pour un tweet, ils se tiennent du côté du boucher. C'est-à-dire qu'un enquêteur m'a reproché de parler d'apartheid et de parler de génocide. Une application depuis 1 an et demi, au pied de la lettre de la circulaire du Pont-Moretti qui a été rédigée dès le 10 octobre 2023 et qui était en réalité une injonction à tous les procureurs de France, c'est-à-dire à partir de maintenant, ceux qui disent ça, vous les poursuivez, et on assistait à une mise en musique quasiment militaire, en fait, parfaite. 3 jours après, il y avait des centaines de personnes convoquées, et c'est ça aujourd'hui à laquelle on assiste. C'est très très varié les profils. Moi j'ai défendu même des collégiennes, des anonymes, etc. Mais il y a aussi un volet particulier, et j'y reviendrai, de la persécution politique, dans le cas d'Anas et Rima notamment. C'est une extension du pouvoir de répression et de contrôle du débat public absolument inédit, parce que ça sert à imposer par la voie pénale qu'on répète mot pour mot ce que dit le Quai d'Orsay et le gouvernement français. C'est en France, je le rappelle, pas en Israël. Des fois on pourrait croire, vu les dingueries qui se passent dans notre pays, alors qu'en Israël, ils ont une liberté d'expression beaucoup plus grande. C'est le monde à l'envers. Et on a pu le voir récemment aussi avec le chanteur israélien Eyal Golan, qui a un concert prévu en France le 20 mai. Eyal Golan, c'est celui qui a dit ça. Certains pourraient penser que la demande de la France Insoumise proposant d'interdire ce concert aurait pu être prise en compte au vu des propos de l'artiste, mais non. Non seulement ça n'a pas été accepté, mais en plus, une protection policière particulière va être mise en place pour l'organisation de cet événement. On a mis les ventes la semaine dernière en ligne. En 48 heures, on a 4000 places qui ont été vendues. D'où l'idée de faire une seconde soirée qui va précéder la soirée initiale. Et donc aujourd'hui, on a 2 soirées, le 19 et le 20 mai, au Dôme de Paris, où on attend 2 fois 4000 personnes et on s'en réjouit. Ouais, les dates sont bien notées. Alors tout cela, c'était donc avant la surenchère, on va dire, publicitaire de LFI, les Insoumis qui réclament une interdiction immédiate. Vous dites merci quelque part aux Insoumis ? Depuis que la polémique a enflé sur les réseaux sociaux notamment, on a triplé nos ventes de places pour la soirée du 19. Il y en a une qui est complète. Ils ont fait une demande à la préfecture de police, mais la préfecture de police a pris une autre décision. C'est celle de mettre davantage de sécurité dans le cadre de cette soirée. Et pour finir sur une note positive qui pourrait nous faire relativiser tout ce que j'ai énoncé dans cette vidéo, écoutez Claude Issiard nous raconter son anecdote récente avec BHL. Je viens de croiser Bernard-Henri Lévy. Costume noir, chemise blanche évidemment, et autour de lui 3 gardes du corps, un devant, un sur son côté droit et l'autre derrière. Moralité, en France, lorsque vous êtes le propagandiste de toutes sortes de guerres iniques et de crimes contre l'humanité perpétrés contre un peuple et des civils sans défense, le peuple palestinien à Gaza, eh bien vous êtes protégé par la police française afin que vous puissiez continuer à déverser votre haine de l'autre, votre racisme. Voilà la différence entre les médias et la réalité. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce et partager. Moi je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, respirez un bon coup. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, dans tous les cas, on est ensemble, ciao.